Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Elle a été mariée à 14 ans à un jeune homme qu'elle n'avait jamais vu. Elle a été la reine du plus beau royaume d'Europe. Elle a eu la douleur de perdre 2 enfants avant de mourir guillotinée à Paris sur l'actuelle place de la Concorde en 1793 à l'âge de 37 ans. Marie-Antoinette continue de fasciner aujourd'hui avec de nouvelles biographies et une série télé en préparation par Canal+. À cette occasion, Code Source vous propose un résumé forcément incomplet de la vie de Marie-Antoinette, un podcast en 2 épisodes. Le second aujourd'hui, récit de l'historienne Hélène Delalex, conservatrice du patrimoine au château de Versailles, avec Charles de Saint-Sauveur, journaliste au Parisien. Hélène Delalex, on parlait du comte Axel de Fersen, ce beau militaire suédois, à la fin du premier épisode. La relation privilégiée qu'il entretient avec Marie-Antoinette fait beaucoup parler. L'affection que Marie-Antoinette a du mal à cacher, eh bien, elle commence à donner quelques ombrages à certains et puis les jalousies se développent. Même si Fersen fait tout pour préserver la réputation de la reine, il faut bien comprendre qu'il ne fait pas du tout partie de cette petite coterie. Justement, il est beaucoup plus à part. Axel de Fersen va décider de partir le 23 mars 1780. Il quitte Versailles. Oui, il va s'embarquer pour l'Amérique pour participer à la fameuse guerre d'indépendance américaine, qui est une guerre finalement très populaire dans l'opinion, où la France apporte un soutien aux insurgés. Et ça va être une manière pour lui de s'éloigner de la cour et de faire cesser les ragots entre lui et la reine. Hélène Delalex, Marie-Antoinette passe toujours autant de temps au Trianon et depuis quelques mois, il lui arrive aussi d'y dormir, alors que normalement, l'étiquette exige qu'elle rentre chaque soir dormir à Versailles. Elle doit être dans le même endroit que le souverain lorsqu'il dort, mais il y a une sorte de petite jurisprudence. Un jour, elle a la rougeole, donc c'est une aubaine pour elle. Elle va pouvoir s'exiler à Trianon avec l'excuse d'éviter la contagion, et puis elle va rester 10 jours. Et puis finalement, l'habitude est prise, et maintenant, elle va pouvoir rester à Trianon avec quelques proches. Charles de Saint-Sauveur, le mercredi 29 novembre 1780, la mère de Marie-Antoinette, l'impératrice Marie-Thérèse, meurt. Disparition qui est très douloureusement vécue par Marie-Antoinette, parce qu'elles ne se sont pas revues depuis le départ de Marie-Antoinette de Vienne 10 ans plus tôt. Et ensuite parce que Marie-Thérèse, c'était sa conscience en quelque sorte, bonne ou mauvaise, son guide, parfois très affectueuse, souvent très rudoyante. En tout cas, avec sa mort, elle est vraiment livrée à elle-même. Marie-Antoinette donne naissance à son 2e enfant le 22 octobre 1781. C'est un garçon, il y a donc un successeur à Louis XVI et le 21 janvier 1782, le dauphin est présenté à Paris. C'est une grande nouvelle pour le royaume de France qui a un héritier. Louis XVI est aux anges, on l'imagine. Marie-Antoinette, elle est très soulagée parce que la pression dynastique était énorme. Et la fête est grandiose à la mesure de l'événement. Ça commence effectivement le 21 janvier par le grand cortège qui arrive. Il y a un immense festin qui est donné, des feux d'artifice qui sont tirés. Ça va durer 2 jours et ça se termine par un bal masqué qui réunit quand même la bagatelle de 13 000 personnes. Hélène Delalex, au mois de juin 1783, le comte Axel de Fersen revient en France et il retrouve Marie-Antoinette à Versailles. Oui, après 4 ans d'absence, il a été très valeureux sur le front de la guerre d'indépendance. Il revient à Versailles et là, leur relation va évoluer. Ils vont se rapprocher. À partir de là, le comte Axel de Fersen commence à correspondre avec une certaine Joséphine. Joséphine, c'est le 3e prénom de Marie-Antoinette. Tout d'un coup, il y a des lettres à Joséphine dès que Fersen part de la cour et elle s'arrête, cette correspondance, dès que Fersen est à la cour. On sait maintenant que Joséphine, c'est Marie-Antoinette. Parfois, entre parenthèses, Fersen met en BL, ça veut dire en blanc, c'est-à-dire écrit à l'encre sympathique, donc du jus de citron et qui apparaît lorsqu'on chauffe à l'aide d'une bougie le papier. Marie-Antoinette est la cible de pamphlets et de caricatures depuis des années, accusée de ruiner la France, présentée comme infidèle. Les jeux nocturnes au Trianon sont dépeints en bacchanal, en véritable débauche, et bien souvent, les textes incendiaires partent de Versailles. Dès qu'elle devient reine en 1974, il y a les premiers pamphlets qui paraissent et qui partent de très haut, qui partent évidemment de la cour, voire de sa propre famille, notamment le comte de Provence, qui en fait, lui, alimente les toutes premières rumeurs.
Le 25 août 1783 s'ouvre à Paris, au Carré du Louvre, le salon de l'Académie royale de peinture et de sculpture. C'est là que les derniers lauréats de l'Académie présentent leurs œuvres au public. Un portrait de la reine Marie-Antoinette y est exposé, portrait réalisé par Élisabeth Louise Vigée-Lebrun, mais le tableau va être très mal perçu. La reine y apparaît au naturel et puis pas du tout dans un habit sanglé de reine, mais finalement dans ses habits à la mode, très simples. Grande robe de linon à l'anglaise nouée par un ruban de couleur et puis les cheveux libres. Ce qui choque, c'est moins la robe que le fait que ce soit une reine qui la porte. Il y a une sorte de malaise et puis il y a une espèce de pancarte diffamatoire appliquée sous le portrait et la peintre a été sommée de le retirer et d'en livrer un nouveau qui va être aujourd'hui l'image la plus universellement connue de la reine. Toujours pendant l'été 1783, Charles Saint-Sauveur, Marie-Antoinette ordonne la création d'un petit village de campagne dans le domaine du Trianon. Oui, elle a demandé à son architecte Richard Mick et au peintre Hubert Robert de créer un petit village pour elle au nord du Trianon, une espèce de refuge pastoral. Alors effectivement, c'est ce qu'on appelle le hameau, très célèbre. Il y a un petit lac artificiel, on y fait pousser des légumes, on y élève des animaux. C'est habité par des paysans. C'est vraiment un paradis imaginaire et c'est quelque part aussi son dernier caprice. Hélène de Lalex, en parallèle, à Versailles, la reine fait aménager ses cabinets intérieurs. Le décor intérieur, c'est vraiment la grande passion de la reine. Et donc là, elle va coloniser les espaces. Elle va les prendre à ses femmes de chambre, elle va les prendre aux valets de chambre du roi. Et bien, le roi lui cède tout. Et puis, elle va modifier à l'infini son petit labyrinthe dans lequel elle s'enferme de plus en plus au fur et à mesure de son désir d'intimité. Charles Saint-Sauveur, le 27 mars 1785, Marie-Antoinette donne naissance à son 3e enfant, un second fils. Comment se déroule sa présentation au peuple de Paris le 24 mai ? Le cortège fend une foule déjà beaucoup moins nombreuse, mais surtout hostile, muette, qui ne dit rien, aucun applaudissement, aucun vive la reine, rien du tout. Et pour Marie-Antoinette, c'est un choc parce qu'elle se rend compte, elle qui espérait, avec ses festivités, retrouver un petit peu de popularité, se savait mal aimée, mais elle se rend compte que le désamour est profond. D'ailleurs, elle le confie à la sœur du roi en revenant en Tuileries, où elle se réfugie quasiment. Mais que leur ai-je donc fait ? Cette année-là, pendant l'été, éclate l'affaire dite du collier, une escroquerie rocambolesque. Des joailliers parisiens confient à un cardinal, l'évêque de Strasbourg, un collier de 650 diamants. Il croit que Louis XVI va les payer plus tard. En réalité, l'évêque a été manipulé. Le collier qu'il donne à un intermédiaire n'est pas transmis à la reine. Il part à Londres où il est dépecé et vendu au marché noir. Les joailliers ne verront jamais leur argent. Le procès se déroule en mai 1786, procès public. Marie-Antoinette espère être blanchie aux yeux de l'opinion. Hélène de Lalex, c'est l'inverse qui se produit. Un procès public où vous avez 5, 6, 10 fois par jour des commentateurs, des presses qui relaient des ragots et comme une espèce d'énorme déferlante, tout Paris se gausse de ces ragots. Et c'est vraiment l'humiliation publique de la reine, c'est un coup irrémédiable pour sa réputation dont elle ne se remettra jamais. Quelques mois plus tard, le 9 juillet, Marie-Antoinette donne naissance à son 4e enfant, une petite fille prénommée Sophie Béatrice. Hélène de Lalex, à partir de début 1787, Louis XVI plonge dans la dépression. D'abord, est-ce qu'on sait pourquoi ? À la fois, Louis XVI, c'est un roi moderne, il est parfaitement conscient qu'il faut faire des réformes pour plus de justice fiscale dans cette société des 3 ordres qui est absolument à bout de souffle. Mais tous ces contrôleurs généraux des finances, ils tombent tous les uns après les autres devant la fronde des classes privilégiées que sont la noblesse et le Parlement qui refusent tout systématiquement des impôts égalitaires, des réformes. Et donc après le dernier échec de Calonne, son ministre, Louis XVI sombre vraiment une sorte d'atonie. Il n'a plus de projet politique, il est plus irrésolu que jamais. Comment réagit Marie-Antoinette en voyant le roi de France s'effacer politiquement comme ça ? Elle est obligée de l'épauler et finalement de sortir de sa réserve. Et c'est très dangereux pour une reine de France. Évidemment, elle n'a aucun rôle politique. Donc, elle se met sur le devant de la scène, contrainte et forcée. Le 19 juin 1787, la petite Sophie meurt à l'âge de 11 mois d'une grave infection pulmonaire.
C'est l'un des grands drames de la vie de Marie-Antoinette. Elle avait la santé fragile et alors l'ironie du sort, c'est qu'au même moment, la surintendance des bâtiments du roi commande un immense portrait par Madame Vigée-Lebrun. Elle va mettre 2 ans à le réaliser. Entre-temps, la petite Sophie Béatrice va mourir et le couffin dans lequel elle devait être placée, d'ailleurs elle avait commencé à réaliser des esquisses du bébé, eh bien, va rester désespérément vide. Hélène de Lalex, dans cette épreuve, la perte donc de son enfant, est-ce que Marie-Antoinette peut s'appuyer sur le comte Axel de Fersen? Oui, Axel de Fersen, c'est son confident, c'est le seul à comprendre véritablement sa douleur. Et puis, il est très souvent présent à cette époque. Et d'autant plus qu'on a découvert dans les archives qu'il avait une sorte de petit logement, des petites pièces d'attente dans les cabinets privés de la reine, ce qui pouvait paraître tout à fait inconcevable pendant très longtemps, jusqu'à la découverte d'une pièce d'archives qui le mentionne très clairement. C'est-à-dire qu'il avait un appartement à Versailles? Oui, non, c'est pas un appartement, parce que tous les mots ont un sens. Appartement, ça veut dire chambre, antichambre, etc. Il avait 2 toutes petites pièces qui étaient des anciennes pièces de service et que Marie-Antoinette lui avait dévolues ou lui avait installé quelques éléments de confort, notamment un poêle suédois qui était très à la mode. Il ne faut pas surinterpréter finalement la destination de cette pièce. Ça peut être une petite pièce d'attente entre 2 cérémonies, etc. Mais ça montre de toute façon vraiment la très grande proximité entre eux à cette époque. En août 1788, pour tenter de résoudre la crise, Louis XVI convoque les États généraux. Il réunit les 3 ordres, clergé, noblesse et tiers-État. À la fin de l'année, le comte Axel de Fersen résume dans une lettre à son père la situation politique en France. La fermentation des esprits est générale et on ne parle que de constitution. C'est un délire, tout le monde est administrateur et ne parle que de progrès. Dans les antichambres, les laquais sont occupés à lire des brochures qui paraissent. Tous les jours, il y en a 10 ou 12 et je ne comprends pas comment les imprimeries y suffisent. Charles de Saint-Sauveur, le 4 juin 1789, Marie-Antoinette et Louis XVI connaissent une nouvelle fois la douleur de perdre un enfant. Oui, Louis-Joseph, l'héritier du trône, le dauphin, meurt à l'âge de 7 ans et demi d'une tuberculose osseuse, dans d'affreuses souffrances. Donc voilà, c'est un vrai traumatisme pour les parents, parce qu'à la tragédie personnelle s'ajoute évidemment l'immense pression politique qui tonne. Hélène de Lalex, que se passe-t-il pour eux 2 jours plus tard, le 6 juin? Ils sont à la chapelle ardente en train de veiller le corps de l'enfant et bien, il y a des députés des États généraux qui viennent demander à ce que Louis XVI comparaisse. Ils insistent plusieurs fois et là, Louis XVI s'offusque qu'il n'y ait pas un seul homme qui soit père et qui comprenne cette épreuve personnelle. Le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille. Marie-Antoinette demande aux Polignac, aux Dartois et aux grandes familles de la cour de s'enfuir. 4 août, abolition des privilèges, suivi le 26 août de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Hélène de Lalex, début octobre, les esprits s'échauffent en raison d'un banquet offert à un régiment, le régiment de Flandre, arrivé récemment pour contenir les émeutes parisiennes. Et le 5 octobre, des dizaines de milliers de révolutionnaires parisiens marchent jusqu'à Versailles. Marie-Antoinette assiste à un déchaînement de violence. Il y a une sorte d'idée de complot, en fait, parce qu'en fait, il y avait des mauvaises récoltes, donc il y avait une disette qui sévissait. Et puis finalement, il y a cette espèce d'idée folle, échauffée de mensonges avec la presse, qu'en fait, c'est le roi qui bloquerait l'approvisionnement des denrées pour réduire son peuple par la faim. Et donc là, c'est la marche des femmes, le 5 octobre. 6 à 8 000 femmes prennent le chemin de Versailles, conduites par Maillard, le vainqueur de la Bastille, pour demander du pain à Versailles. Et que se passe-t-il ? Le peuple s'amoncelle dans la cour royale, les troupes de Lafayette viennent en renfort pour essayer de contenir la foule. Et donc, juste avant l'aube, le peuple pénètre à l'intérieur du château, se dirige vers les appartements de la reine, qui a juste le temps de s'enfuir par la petite porte dérobée qui se trouve à gauche de son lit. Le peuple est assemblé dans la cour de marbre et réclame que le roi puis la reine paraissent au balcon. Lorsque le roi apparaît, c'est « Vive le roi !» On a encore cette apparition sacrée. Les gens n'ont pas balayé comme ça cette image de grand-père du peuple. Ce qu'ils veulent, les révolutionnaires, c'est le roi à Paris. Ce que le roi accepte, à midi et à 13h, le grand convoi ramène le roi et sa famille aux Tuileries. La famille royale va vivre au Palais des Tuileries sous la surveillance du peuple de Paris pendant un peu moins de 2 ans. Hélène de Lalex, aux Tuileries, Marie-Antoinette reçoit la visite du comte Axel de Fersen. Peu à peu et très vite d'ailleurs, la révolution se radicalise, ça devient de plus en plus dangereux et véritablement Fersen à cette époque c'est le seul qui reste et qui va déployer une énergie absolument considérable pour essayer de rameuter toutes les puissances européennes pour sauver la monarchie, sauver sa reine. Vous voir, vous aimer et vous consoler est tout ce que je désire. Adieu ma tendre amie, je vous aime et je vous aimerai toute ma vie, à la folie.
Le 20 juin 1791, Marie-Antoinette, Louis XVI et leurs enfants essaient de fuir. Dans la voiture, le roi est déguisé en bourgeois, mais ils sont arrêtés 2 jours plus tard, à Varennes-en-Argonne, dans le département de la Meuse. Et après ça, Charles de Saint-Sauveur, Marie-Antoinette et Louis XVI sont ramenés de force à Paris. Le retour à Paris était une espèce de long calvaire, une humiliation publique terrible. On peut dire que c'en est fini de leur crédibilité. Là, vraiment, le lien entre le roi et la nation est rompu. On maintient la monarchie comme une sorte de fiction. Les Tuileries, c'était une résidence surveillée. Ça devient vraiment, pour le coup, quasiment une prison. 1 an plus tard, d'ailleurs, après les émeutes d'août 1792, le couple, la famille royale, est transféré à la prison du Temple. Et là, ça devient déjà une autre histoire. La révolution se radicalise à l'automne 1792. Au début du mois de septembre, plus de 1000 prisonniers royalistes sont massacrés. Hélène de Lalex, Marie-Antoinette, perd le 3 septembre l'une de ses proches, la princesse de Lamballe. Un meurtre atroce. On sort de force de sa cellule la princesse de Lamballe qui est enfermée. Après une sorte de simulacre d'interrogatoire, on la roue de coups et on la tue. Et puis surtout, après, il y a cette expression barbare, justement, des sans-culottes qui vont à la fois profaner, dépecer son corps et puis prendre sa tête et vouloir la montrer à Marie-Antoinette. Et un garde au temple a juste le temps de fermer très rapidement les volets avant que Marie-Antoinette ne s'évanouisse. Le 19 janvier 1793, Louis XVI est condamné à être exécuté. Hélène de Lalex, racontez-nous les adieux de Louis XVI à Marie-Antoinette à la prison du Temple. C'est un silence, personne ne sait quoi se dire. Et puis, c'est une longue suite de lamentations. Et puis, au bout d'un moment, Louis XVI prend la parole, il raconte son procès à la reine, il fait promettre au dauphin de ne pas vouloir venger sa mort. Et puis, Marie-Antoinette, sentant que la fin approche, veut passer une nuit avec lui, l'accompagner, et lui refuse parce qu'il faut qu'il se prépare un peu à l'inéluctable. Mais il promet de repasser la voir le lendemain matin, et Marie-Antoinette attend en vain, et le roi ne trouvera pas le courage de revenir la voir. Au petit matin du 21 janvier, à 7 heures, c'est en entendant une clameur de joie que Marie-Antoinette, de sa cellule, comprend que son époux vient d'être guillotiné. Hélène de Lalex, est-ce que l'on sait ce que fait le comte de Fersen pendant ces heures sombres pour Marie-Antoinette? Là, ils n'ont plus beaucoup de relations. Il y a quelques derniers fidèles royalistes, comme le chevalier de Jarjaille, qui va faire passer quelques derniers messages, quelques dernières mèches de cheveux. Et notamment, il envoie à Fersen, de la part de Marie-Antoinette, un tout dernier message sur un petit carton. Marie-Antoinette a dessiné les armes de la famille de Fersen avec une nouvelle devise, « Tutto a te mi guida », donc « Tout me conduit vers toi ». Marie-Antoinette est jugée à son tour le 14 octobre dans l'ancienne grande chambre du Parlement de Paris, rebaptisée Salle de la Liberté. Charles de Saint-Sauveur, de quoi est-ce qu'elle est accusée ? Elle est jugée pour haute trahison, sauf qu'elle n'a jamais été régnante. Elle est la femme du souverain et son procès n'a pas vraiment d'enjeu politique. Il a avant tout un enjeu symbolique. Quelles que soient ses fautes, ce procès reste comme une des pages noires de la Révolution. Hélène de Lalex, elle est même accusée d'inceste sur son fils, c'est ça ? Oui, ça se passe le 2e jour du procès. C'est une espèce d'enragé de Hébert, substitut du procureur de la commune, et qui veut détruire finalement ce qui reste à détruire, c'est-à-dire la mère, qui finalement est le seul rôle que lui reconnaissait la monarchie, et puis une qualité tout à fait incontestable. Et après, une espèce de simulacre d'interrogatoire qui a terrorisé le pauvre petit Louis XVII, il l'accuse de toutes les débauches possibles, et notamment d'inceste. Dans la nuit du 15 au 16 octobre, le jury délibère pendant 1 heure. Le verdict tombe à 4 heures du matin. La reine est condamnée à être guillotinée. Il lui reste 8 heures à vivre. Marie-Antoinette écrit une dernière lettre à sa belle-sœur, dont elle est très proche, Madame Élisabeth. C'est à vous, ma sœur, que j'écris pour la dernière fois. Je viens d'être condamnée, non pas à une mort honteuse, elle ne l'est que pour les criminels, mais à aller rejoindre votre frère. Comme lui innocente, j'espère montrer la même fermeté que lui dans ces derniers moments. Je suis calme, comme on l'est quand la conscience ne reproche rien. J'ai un profond regret d'abandonner mes pauvres enfants. Je demande sincèrement pardon à Dieu de toutes les fautes que j'ai pu commettre depuis que j'existe. Je pardonne à tous mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait. Adieu, ma bonne et si tendre sœur. Puisse cette lettre vous arriver. Pensez toujours à moi. Je vous embrasse de tout mon cœur, ainsi que mes pauvres et chers enfants. Mon Dieu, qu'il est déchirant de les quitter pour toujours.
peu après 7 heures, elle reçoit la visite d'un curé dont elle refuse le secours parce qu'il a prêté serment à la constitution civile du clergé. À 8 heures, elle est obligée de changer de vêtements. Oui, il ne lui restait que ces vêtements de deuil que la commune lui avait autorisés. Et là, elle doit revêtir une grande chemise blanche en présence de Samson et des gardes. Et puis on lui coupe les cheveux et on lui lie les mains dans le dos, très fort, disent les sources. Et là, elle va s'opposer à ce qu'on lui lie les mains, ce qu'on n'avait pas fait pour Louis XVI. À 10 heures, elle quitte sa cellule et un peu plus tard, elle découvre comment elle va être amenée à l'échafaud sur une charrette. Mouvement de recul, quand elle aperçoit la charrette, elle ne s'y attendait pas. Nouveau raffinement dans l'humiliation, puisque Louis XVI avait eu le droit, lui, à un carrosse fermé. Et donc cette charrette, une sorte de charrette de bois, et qui était ce qu'on appelait la charrette d'infamie depuis le Moyen-Âge, où on montrait dans toute la ville les assassins, les pires voleurs. Et lorsqu'elle grimpe dans cette charrette, elle s'aperçoit au dernier moment qu'elle n'a même pas le droit de s'asseoir dans le sens de la marche, la suprême infamie. Ultime humiliation, elle doit, comme les pires assassins, s'asseoir dans le sens inverse de la marche. La charrette s'arrête, place de la Révolution, l'actuelle place de la Concorde au cœur de Paris. Il y a là une foule immense et hostile. On entend des morts à l'autrichienne. Hélène de Lalex, est-ce que vous pouvez nous décrire précisément ce que l'on sait des minutes qui suivent? Elle arrive à la place de la Concorde, elle descend très prestement. Et puis elle monte sur l'échafaud sans scier. La reine subit comme ça tous ces cris qui la flagellent avec une très grande force intérieure. En fait, elle est comme absente du monde. Et puis elle jette un dernier regard au jardin des Tuileries et puis on la bascule sur la planche et la lame tombe. Jacques-René Hébert, le substitut du procureur de la commune que l'on a évoqué tout à l'heure, écrira « La garce au surplus a été audacieuse et insolente jusqu'au bout ». Marie-Antoinette est inhumée au cimetière public le plus proche, celui de la Madeleine, parmi une multitude de corps. Au siècle suivant, la monarchie va faire son retour, il y aura d'autres reines et même 2 impératrices. Mais justement, Hélène de Lalex, à la fin de votre livre, vous parlez de l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III. Après son accession au trône, Eugénie pensait souvent à Marie-Antoinette. Oui, elle va être à l'origine du grand revival de Marie-Antoinette après une grande période d'oubli. Elle nourrit une sorte de fascination morbide parce qu'elle se sent, elle aussi, dans une impératrice, dans un tissu social encore tellement fragile. Et puis elle est persuadée qu'elle aura le même destin qu'elle. Marie-Antoinette fascine. L'écrivain autrichien Stefan Zweig a publié en 1932 une biographie de Marie-Antoinette devenue incontournable. Comment est-ce qu'il expliquait cette fascination? Pendant longtemps, Marie-Antoinette, schématiquement, elle a été soit la sainte, soit la sangsue des Français. Et là, elle devient la femme, réellement, c'est-à-dire une personne qu'il décrit comme ordinaire, confrontée à un destin extraordinaire. Et pour Zweig, c'est ce qui révèle sa grandeur, en gros. C'est dans la tragédie, vraiment, qu'elle va être, dit-il, égale à son destin. Hélène de Lalex? C'est une reine finalement à laquelle il est assez facile de s'identifier, justement, une jeune femme qui est une sorte de anti-héros par excellence. Personne n'aurait pu se douter qu'elle allait pouvoir déployer autant de courage et de fermeté. Ça fascine. Merci Charles de Saint-Sauveur et un grand merci à vous Hélène de Lalex, historienne, conservatrice du patrimoine au château de Versailles, en charge des appartements de Marie-Antoinette. Je redonne le titre de votre livre, Marie-Antoinette, la légèreté et la constance, paru chez Perrin avec la Bibliothèque nationale de France. Cet épisode de Code Source a été produit par Ambre Rosala, Clara Garnier-Amouroux et Sarah Amni. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée.